Voilà, bonjour à tous. Merci de l'accueil. Vous savez hein, que les Suisses sont nés lents. Alors, je prendrai plus de temps. Non, c'est pas vrai. Mais là, pour une fois, j'ai peur qu'on soit un tout petit peu en avance sur le cas de la France. Alors, je dis en avance parce que ça fait une quarantaine d'années maintenant que le suicide assisté a ses portes ouvertes en Suisse. Et je dis peur parce que je ne suis pas sûr que cette avance soit un réel progrès. En tout cas, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a... Alors, je vais juste voir. Est-ce que... Voilà, c'est ça. Je vais essayer de rester factuel pour vous décrire la situation suisse. Très rapidement, parce qu'on a beaucoup parlé de ces questions, mais simplement pour que vous soyez au courant de la situation juridique en Suisse, on a 4 cas. Le premier, on distingue l'euthanasie active directe, c'est-à-dire que là, c'est le médecin qui va injecter directement un produit, et puis on en a parlé un tout petit peu, voilà, c'est la question de l'intentionnalité qui entraîne directement la mort. Donc ça, c'est interdit par le code pénal, c'est très clair, c'est punissable en fait comme meurtre, voire meurtre sur demande de la victime ou meurtre passionnel. Donc ce qui est en train peut-être d'être introduit en France comme euthanasie, pour moi c'est assez choquant parce que clairement en Suisse c'est considéré comme un meurtre. Deuxième possibilité, l'euthanasie active indirecte. Donc si j'ai compris, ça correspondrait à ce que vous appelez le traitement à double effet. Ça veut dire que c'est le médecin qui administre des substances, par exemple de la morphine, mais ce sont les effets secondaires qui sont susceptibles de réduire la durée de la survie. Là, peut-être j'insiste sur le terme de survie. Ce n'est pas le médicament qui provoque la mort, c'est la maladie qui emporte le patient. Donc le patient va mourir, et puis simplement on a des effets secondaires qui accélèrent ou la mort ou qui diminuent la survie. Donc c'est quand même une nuance très très importante. Est-ce qu'il y a une mort active ou simplement c'est la maladie qui emporte le patient? Ça, ce cas, et vous verrez que c'est là tout l'enjeu de nos discussions, ce cas n'est pas réglé par le code pénal suisse, mais considéré comme admis. Donc ça veut dire que, en fait, tous les jours, les médecins le font dans les hôpitaux. Hein, on rajoute une dose, voire une deuxième dose de morphine pour que le patient ne souffre pas et que ça accélère la mort. Vous verrez que je vais beaucoup parler de l'Académie suisse des sciences médicales. C'est, si vous voulez, ceux qui vont poser les directives déontologiques de la pratique médicale en Suisse, donc composée majoritairement de médecins. Et cette académie admet aussi cette euthanasie active indirecte. Euthanasie passive, ensuite, ça, c'est la renonciation à des mesures de maintien de la vie. Hein, par exemple, on débranche un appareil de respiration, ou etc. Même chose, ça c'est admis, donc c'est pas réglé par le code pénal, mais c'est admis, et la SSM l'admet aussi. Et enfin, on a le cas du suicide assisté qui nous intéresse. Voilà. Donc, mais simplement pour faire la distinction entre euthanasie active indirecte et suicide assisté. Que dit la loi suisse, très rapidement? Donc l'ordre juridique, c'est le 10e article de la Constitution, protège la vie humaine. Mais après, historiquement, on est au sortir de la guerre. En 1937, il y a une dépénalisation du suicide. Et j'insiste sur ce terme, on n'a pas légalisé le suicide en Suisse, toujours pas encore aujourd'hui, on l'a sorti du code pénal. Et même, dans le même temps, on a introduit l'article 115, c'est une interdiction d'incitation au suicide pour motif égoïste. Ça veut dire que vous ne pouvez pas pousser quelqu'un au suicide, par exemple pour toucher son héritage ou toucher des biens, etc. Et ça, cette incitation au suicide pour motif égoïste, et ce sera ça la grande discussion, qu'est-ce que c'est un motif égoïste? C'est passible de 5 ans de prison. Voilà. Et les conditions légales du suicide assisté, c'est que le patient doit s'injecter lui-même le produit létal. Alors, donc soit c'est du pentobarbital qu'il boit, soit s'il est plus capable de boire, en fait, il appuie sur un bouton et c'est une perfusion qui va injecter le produit létal en intraveineuse. Il doit avoir évidemment une capacité de discernement, donc c'est une demande aussi réitérée.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'indication sur l'état physique du patient. Donc, si je tire un rapide bilan de ce que dit la loi suisse, on a une interdiction du meurtre ou du meurtre sur demande, mais à part ça, on n'a pratiquement pas de cadre légal. Pourquoi ? Justement parce qu'on n'a pas de législation du suicide assisté en Suisse. On l'a simplement sorti du code pénal, on l'a dépénalisé. J'expliquerai aussi pourquoi on n'a pas voulu légaliser, et je pense que c'est un des points centraux qui n'a pas encore été abordé aujourd'hui dans ce colloque. Ça veut dire que ce n'est pas finalement la législation en tant que telle qui définit le cadre, mais plutôt les institutions, par exemple la SSM dont j'ai parlé, il y a un cadre déontologique plus exactement qui se met en place. Ce dont on n'a pas parlé encore, mais qui me semble en fait l'argument principal, voire essentiel dans tout ce débat, c'est un effet psychologique qui me semble fondamental, c'est l'effet Werther. Tiré des souffrances du jeune Werther, cette pièce de Goethe, qu'on appelle plus exactement en psychologie le suicide mimétique, donc, qui a été constaté par un psychologue, Phillips, en 1982. En fait, il s'est rendu compte que plus on va parler du suicide, et plus on va notamment le médiatiser, plus on va voir qu'il y a une augmentation générale du suicide. Donc en fait, on s'est rendu compte de ça vis-à-vis des suicides qui étaient de célébrités, par exemple Marilyn Monroe ou Jane Manson, quand ils sont suicidés, il y a eu, dans la presse, évidemment, on a beaucoup parlé du suicide de Marilyn Monroe, et on s'est rendu compte que dans les États concernés, il y a eu une augmentation, mais vraiment impressionnante, des suicides, de manière générale cette fois-ci. Donc là, je sors un petit peu du suicide assisté, je parle du suicide en général. Dans les mois à venir, on estime qu'il y a un suicide de 2,5%, donc une augmentation de 2,5% de la suicidalité en général chez les plus vulnérables. Et ça, c'est un effet qui va se prolonger sur plus de 2 ans. C'est des mécanismes aussi, donc là vous avez aussi le lien entre cet effet Werther et le suicide assisté. Donc cette étude de Frey, qui est un scientifique suisse, et d'autres avec lui, s'est rendu compte que cet effet Werther, donc qui porte sur le suicide, a aussi un impact sur le suicide assisté et inversement. C'est-à-dire que plus vous allez ouvrir le suicide assisté comme une solution, comme une porte de sortie, eh bien plus elle va être prise par des gens, et notamment par des gens les plus vulnérables. Ça veut dire non seulement les personnes âgées, on a discuté tout à l'heure, si quelqu'un est dans un EHPAD, une institution, enfin un home médicalisé, et puis il y a son voisin qui vit avec lui, finalement, qui a recours au suicide assisté, en fait, ça va peut-être lui ouvrir aussi la porte au suicide assisté, et ainsi de suite. Mais en fait, ce mécanisme dépasse le cadre du suicide assisté. Ça veut dire qu'aussi chez les plus jeunes ou chez les personnes psychologiquement plus fragiles, ils vont considérer ça comme une porte de sortie acceptable. Parce que finalement, tout le monde en parle, c'est possible de le faire, et la légalisation, ça rend encore plus possible ou praticable, si vous voulez, cette possibilité de sortie. Donc c'est des mécanismes transgénérationnels aussi, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a édicté toute une série de recommandations pour notamment les journalistes, pas qu'ils fassent la une des journaux avec ces questions du suicide et du suicide assisté, aussi les médecins et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que la Suisse n'a pas voulu légiférer, entre autres, parce que c'est un risque réel d'augmenter la suicidalité de manière générale. Et ça, je pense que c'est un débat, en fait, c'est une question qui est intéressante dans le débat qui se pose actuellement en France. Monsieur le député, ce matin, a parlé de solidarité. Oui, certes, mais est-ce que c'est une solidarité qu'envers le patient ? Est-ce que cette solidarité, elle ne doit pas aussi prendre en compte les autres patients,
les soignants qui sont aussi impactés, je le dirai aussi après, et finalement les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus jeunes, les plus fragiles psychologiquement, et au final toute la société qui est touchée par cette question du suicide et du suicide assisté. Donc effectivement, je trouve que c'est une très juste recommandation, il faut faire attention à la solidarité, mais est-ce que la solidarité, elle touche qu'une seule personne, le patient qui veut mourir, ou est-ce qu'elle doit toucher tout le monde? Donc ça, c'est une première question. Juste pour dire qu'il y a un effet contraire qu'est l'effet Papageno, je dois le signaler quand même, c'est-à-dire que si vous montrez au contraire qu'il y a d'autres solutions, on a parlé des soins palliatifs, etc., voilà, on voit que ça diminue la suicidalité. Si vous montrez qu'il y a des gens qui sont capables de sortir de dépression, de sortir d'une maladie et de ne pas avoir recours au suicide, on voit que ça diminue le taux de suicidalité. Voilà. Donc il y a quand même aussi des effets positifs qu'on peut mettre en place, notamment avec cet effet Papageno. Donc je vous ai dit, si je reviens à cette question de la législation, il n'y a pas une obligation légale en tant que telle, ce sont les institutions elles-mêmes qui décident des directives qu'elles veulent mettre en place. 1976, l'Académie suisse de santé et de médecine a dit que, clairement, l'assistance au suicide n'est pas un soin. Donc c'était clair pour eux, on ne fait pas mourir un patient. 1982, c'est la création d'associations privées. Alors les plus connues, c'est Exit et Dignitas. Juste pour voir, on a beaucoup parlé de la question de la dignité, on joue sur ces termes aussi en Suisse de dignité. Qu'est-ce que c'est une dignité? Et au moment où, en 82, voilà, en 1982, ces associations ont mis en place la possibilité d'un suicide assisté. Les conditions étaient très strictes, il fallait que ce soit une maladie incurable et en fin de vie. Donc, si vous voulez, vous actuellement, voilà, vous êtes plus ou moins ici, dans cette situation-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça a évolué. Je ne dis pas que ça va évoluer de la même manière en France, mais la question se pose. À force aussi de publicité, parce qu'il y a beaucoup de publicité dans les journaux, hein, pour Exit Dignitas, on en a parlé tout à l'heure aussi, hein, dans les hôpitaux, donc ça veut dire que vous avez des gens qui viennent faire du démarchage auprès des personnes âgées ou des personnes malades dans les institutions de santé. On voit que la SSM a modifié sa position, là au moment où au départ elle ne voulait pas considérer l'assistance au suicide, finalement, à force, elle a dû adapter en 2004 ses directives et dire que finalement une personne âgée en fin de vie capable de discernement, avec une demande réitérée, peut obtenir une assistance au suicide. Donc, si vous voulez, Exit et Dignitas ont tellement insisté que la SSM a cédé. Mais vous voyez qu'en 2008, il y a 4 ans plus tard, Exit a dit c'est pas forcément en fin de vie, c'est juste une maladie incurable. Et ensuite, 2014, non, finalement, une polypathologie invalidante liée à l'âge, c'est suffisant. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, moi, je suis déjà candidat, hein, parce que j'ai un peu des problèmes de vue, j'ai un petit début d'arthrose, etc. Voilà. Donc, c'est lié à l'âge. Hein. Je suis candidat. Les cantons, alors ça c'est les spécialités suisses. Hein. Vous savez qu'on a une législation qui est fédérale, et puis chaque canton, en gros les départements, hein, peuvent avoir aussi leur propre législation et leur propre constitution. Donc 2012 et 2014, on a 2 cantons, Vaud et Neuchâtel, qui obligent les institutions publiques à l'assistance au suicide dans les murs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent continuer à avoir des soutiens de l'État, c'est une obligation. Donc les médecins doivent pratiquer l'assistance au suicide. 2017, on a encore modifié les exigences d'Exit et Dignitas, on les a simplifiées, et on a parlé de souffrance insupportable. Comme on l'a dit ce matin, on ne parle plus de douleur physique, on parle de souffrance, c'est-à-dire psychologique. Et le cas, on a eu la photo de cette dame tout à l'heure, de militants comme Jacqueline Jenkel,
qui est venue en Suisse simplement parce que elle était fatiguée de vie. Alors concrètement, j'ai eu pas mal d'échanges avec cette dame, c'est qu'elle était en parfaite santé, mais elle s'est dit qu'à 60 ans, en fait, elle éprouvait plus de plaisir à la vie. Ça veut dire qu'elle ne pouvait plus sortir, je cite ce qu'elle m'a dit, elle ne pouvait plus sortir tous les vendredis soirs faire la fête, elle ne pouvait plus, est-ce que j'ose dire ça dans un institut catholique, s'amuser avec son prof de gym, voilà. Donc, il n'y avait plus d'intérêt, quoi. Donc, à quoi ça sert de continuer à vivre ? Elle n'avait plus de goût à la vie. Donc, elle a milité pendant assez longtemps pour, effectivement, finalement, il y a quelques années, se suicider. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Jacqueline Jenkins, c'est que, et souvent ça arrive aussi pour d'autres personnes qui veulent recourir à l'assistance au suicide, il y a une demande, et puis tout d'un coup, il y a un petit enfant, enfin un petit-fils, qui naît, et puis là, ah oui, non, mais j'attends encore un petit peu. Voilà. Donc il y a toujours des projets de vie, en fait, qui continuent et qui repoussent. Mais cette dame, finalement, a fait en sorte aussi que Exit et Dignitas acceptent simplement des souffrances psychologiques insupportables comme condition d'admission au suicide assisté. Je fais une petite parenthèse parce que 2018, on a demandé aux médecins, finalement, qui était favorable en Suisse à l'assistance au suicide. On a moitié-moitié, 50% des médecins se disent favorables, mais ce qui est intéressant, c'est que parmi eux, 80% de ces 50%, donc ça fait déjà un pourcentage minimal, qui refusent de délivrer l'ordonnance. Donc en fait, il y a très très peu de médecins, concrètement, en Suisse, qui délivrent l'ordonnance. 2018, Genève rejoint Vaud et Neuchâtel. 2022, le Valais oblige les institutions, donc la même chose. Et, nouveauté, on est en train de changer la Constitution au Valais, on inscrit le droit à mourir dans la Constitution. Donc on est plus dans un droit positif à la vie. Alors ça, ce serait intéressant de voir en fait si maintenant le niveau fédéral va accepter cette Constitution, parce que ça s'oppose quand même à la Constitution suisse. Donc là, il y aura peut-être un problème. Et la réflexion, elle continue parce que février 2023, il y a eu un cas d'assistance au suicide en prison. Alors on ne sait pas qui est cette personne, il y a un devoir de confidentialité, mais ça fait longtemps qu'on a un cas d'un violeur multirécidiviste qui est condamné en vie, qui est en bonne santé, qui a 70 ans, mais qui demande l'assistance au suicide. Donc on a des doutes que ce soit lui, en fait, qui ait pu avoir recours. Toujours est-il que c'est le cas. Et on demande aux membres, parce que c'est une association privée, voilà, donc on demande aux membres si finalement on ne veut pas passer maintenant à l'assistance au suicide pour les personnes handicapées mentales et les mineurs. Donc vous voyez que on parle souvent de l'argument de la pente glissante, mais en Suisse, c'est vraiment le cas. C'est pas qu'on a juste une crainte. Donc la pratique du suicide assisté, c'est la pratique, si vous voulez, qui a fait modifier le cadre admis, où les associations, finalement, elles ont adapté leur déontologie, et c'est cette déontologie qui a ensuite adapté les lois et les constitutions. Donc, on part de la pratique, ce qui est quand même assez étonnant. Très rapidement, je vous montre quelques chiffres. Ça, c'est sur la Suisse. Donc là, vous avez le nombre de décès par année entre 2003 et 2022. Les suicides, je m'excuse du terme ordinaire, et vous voyez que le nombre de suicides en Suisse reste plus ou moins stable. Je n'ai pas les derniers chiffres qui sont sortis, mais on voit qu'en termes de pourcentage, on reste stable autour des 1,7, 1,6% de la population par rapport au décès qui se suicide. L'argument qui a toujours été mis en avant, c'est de dire oui, mais en fait, si on va permettre le suicide assisté, ça va diminuer les suicides, parce que finalement, les gens qui sont en fin de vie, etc., ils ne peuvent pas se suicider de manière digne. Donc, ils se jettent sous un train, etc. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Parce que si vous prenez entre 2003 et 2022
vous voyez l'augmentation. Au début, en 2003, on avait relativement peu de suicides assistés, mais à partir de 2017, on a rejoint le taux de suicide ordinaire, donc ça veut dire que ça a doublé le taux de suicide en Suisse, et là, on l'a clairement dépassé. Au niveau, cette fois-ci, d'un canton, de nouveau région ou département, si vous préférez, qu'est le canton du Valais, vous voyez, ici, on a la courbe des suicides assistés qui n'a pas arrêté de monter depuis les années 2000 pratiquement. La courbe des suicides non assistés qui est restée stable, mais l'évolution, hein, elle est impressionnante sur le taux de suicidalité. Donc c'est pour ça que l'effet Werther dont je vous parlais avant est intéressant, parce que plus vous allez ouvrir la porte au suicide assisté, ben évidemment, c'est pas que ça va diminuer de l'autre côté, comme c'est l'argument qu'on entend souvent en Suisse, c'est qu'il y a une augmentation du suicide de manière générale, au point, et surtout qui touche, j'ai dit, les plus jeunes, les plus fragiles, le plus haut taux de mortalité en Suisse chez les jeunes, les 15-29 ans, c'est le suicide. On a un suicide tous les 3 jours. Un suicide de jeunes. Si vous regardez tout âge confondu, c'est 3 suicides par jour, plus 3 suicides assistés par jour. Et là, je ne parle pas du tourisme de la mort. Donc ça veut dire que c'est seulement pour les citoyens suisses. Concrètement, comment ça se passe, une assistance au suicide? Alors, on a parlé de ça très rapidement ce matin, il y a eu la question qui a été évoquée. Déjà, ça c'est un tabou en Suisse, mais ça a un coût et ça a un bénéfice. Une inscription, alors ça dépend des associations, il y en a plein, hein, il y en a une dizaine en Suisse, mais ça peut monter jusqu'à 350 francs. Une cotisation annuelle qui est en moyenne de 80 francs. Mais ça, vous cotisez, si vous voulez, comme une sorte d'assurance, une assurance de mourir dans la dignité. Mais le moment où vous décidez d'avoir recours à l'acte, à l'assistance au suicide, bien évidemment, ça coûte des frais en plus. Donc vous allez de nouveau payer. Et on estime qu'en moyenne, c'est 9 000 francs. Alors, oui, en Suisse, on est tous riches, mais c'est quand même cher. Hein. Ça fait, en gros, c'est 2,5 bons salaires, hein, quand même. Ouais. Selon un journal d'information alémanique, la NZZ, en 2009, la fortune d'Exit suisse romande, donc la Suisse romande, hein, c'est une partie francophone, de la seule association d'Exit, donc c'est la petite partie, si vous voulez, de la Suisse, a fait 29 millions de bénéfices. Bénéfices, hein. Voilà. Donc la question, je reviens à la législation, c'est pas de motif égoïste. Comme on l'a dit ce matin, c'est un but non lucratif. Est-ce qu'à 29 millions, ce n'est pas un peu lucratif? Voilà. Autre spécialité de la Suisse, et nous sommes le seul pays au monde à faire ça, c'est une petite fierté nationale, il n'y a pas de médecin lors de l'assistance au suicide. C'est-à-dire que le médecin va délivrer une ordonnance, c'est un premier rendez-vous, normalement un deuxième, au deuxième rendez-vous il délivre l'ordonnance, mais après le suicide se fait à l'extérieur et par ceux qui veulent bien être membres d'Exit. Donc il y a des gens, des bénévoles en fait, qui travaillent pour ces associations. Donc c'est un bénévole qui va vous aider à mourir. Oui. Juste pour expliquer, la mort médiane, c'est pas qu'on prend le médicament et puis c'est fini. La mort médiane, c'est 25 minutes. Donc vous prenez le médicament et puis en médiane, pas en moyenne. 25 minutes, ça veut dire qu'il y a un cas sur les 748 qui ont été étudiés en Suisse qui a duré plus de 18 heures. Et à ce moment-là, il n'y a aucun médecin, ça veut dire qu'il ne peut pas vous donner un analgésique ou un calmant, etc. Voilà. Et comme j'ai dit, démarchage, avec aussi, évidemment, ensuite il y a une enquête de police, etc. Donc il y a un stress post-traumatique. J'arrive à la conclusion. Je me rends bien compte que je suis le dernier rempart avant la pause. Conclusion un peu en nuance, si vous me permettez, même si je n'ai pas l'occasion vraiment de le développer. Pour le cas de la Suisse, on est dans une compréhension de certains cas extrêmes de souffrance. Ça veut dire que pour nous, dans la majorité des cas, par exemple des personnes qui sont atteintes d'un cancer en fin de vie, etc., même médicalement,
c'est parfois difficile de faire quelque chose pour calmer la souffrance, donc on peut admettre ces cas. C'est notamment la position de la commission de bioéthique de la conférence des évêques suisses, dont je fais partie, qui reconnaît qu'il faut éviter le dolorisme. Il ne faut pas souffrir pour souffrir. Donc on a posé une prise de position dont je pourrais vous en parler après dans les questions si vous voulez, de l'accompagnement pastoral. Donc qu'est-ce que doit faire notamment un prêtre quand il y a une demande de suicide assisté, mais en disant qu'il ne faut pas souffrir pour souffrir. Par contre, il y a quand même quelques dangers, des risques de dérive, je l'ai montré, l'importance d'un cadre médical clair avec la présence d'un médecin. Cette question, est-ce que ça vaut la peine de légaliser pour éviter l'effet Werther? Il y a ce danger-là. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure M. Boulanger, le désir des morts, ce n'est pas une demande de mort. Donc, si je puis me permettre, en tant que petit frère voisin suisse, quelques recommandations. Effectivement, ce qu'on a discuté ce matin, et c'était la position de Mme Latour, renforcer le traitement à double effet, ça, ce serait, à mon avis, une position importante. D'avoir une décision systémique, c'est-à-dire, je reviens sur la question de la solidarité, prise en compte de la famille, la volonté du patient, de la personne de confiance, mais aussi, on les oublie tout le temps, les soignants. Un suivi psychologique, on parlait de la temporalité, des directives déontologiques qui sont claires. Ça, je veux juste toucher rapidement un mot, on en a parlé souvent, l'opposition entre soins suicide assisté et soins palliatifs. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il y a une complémentarité, mais il n'y a pas une opposition. On peut en Suisse, finalement, avoir tout un processus de soins palliatifs qui est bien mené, mais où on se rend compte que ça amène à un suicide assisté. Et en fait, le problème de cette opposition, c'est qu'on a vu qu'il y a eu une augmentation du suicide assisté et on a délaissé pendant longtemps les soins palliatifs parce qu'on s'est dit, voilà, c'est une opposition, donc on développe un, on n'a pas besoin de l'autre. Donc ça, c'est peut-être un peu un danger, à mon avis, d'opposer les deux. Et pour finir, mais je ne viens pas là-dessus, pour moi, ça c'est mon rôle de philosophe, est-ce que finalement, tout ça, ce n'est pas des questions liées à la définition de l'homme? Quand on parle de l'autonomie, quelle autonomie humaine? Est-ce que c'est faire tout ce que je veux ou bien c'est intégrer les autres, d'avoir cette décision systémique? Quelle dignité? Est-ce que la personne, elle est digne en soi? On a discuté ce matin, où elle a des propriétés qui fait que c'est une personne digne. Autrement dit, elle peut perdre ses propriétés. Et puis, finalement, voilà, la question, pour moi, centrale, c'est celle du rapport aux autres. Est-ce que finalement, ce rapport aux autres, il est essentiel et c'est ça qui fait de moi un être humain, ou finalement, c'est ma décision individuelle, c'est mon choix, et la relation aux autres, je dois la supprimer, je ne dois pas prendre en compte les proches, les soignants, la société. Ce sont deux visions, deux nœuds éthiques, à mon avis, qui sont inconciliables, mais il faut savoir là quelle vision de l'homme on veut défendre. Je vous remercie beaucoup.